élections, seuls. Donc il faudrait d'abord que ceux de la majorité puissent se réunir dans leur coin, trouver un candidat, et ceux aussi de l'opposition, trouver un candidat. Mais si nous allons comme ça, je crois qu'on aura un président à 10%. Le président qui pourrait être là, parce qu'aujourd'hui, avec ce système d'un tour, on pourrait avoir un président à 10%. Je ne sais pas maintenant, ce président aura à diriger quel pays. Essayez de vous dire, quelqu'un qui gagne les élections, il a 10%, c'est lui qui vient à 9%, c'est lui qui vient à 8%. Donc, il faudrait que les gens puissent se réunir, mettre les égos des côtés, se dire que non, là, moi je ne peux pas arriver, comme toi tu peux arriver, on essaie un peu de fusionner. Donc, c'est un peu ça, je dirais à M. Rodimandé, bonne chance, mais il essaie un peu de réfléchir. Prolongation du mandat de la MONUSCO pour une année par l'ONU. Les discussions dans les cas de stratégie avec la MONUSCO seront convoquées pour étudier cette question et d'élaborer ensemble un plan de retrait de cette mission onusienne en RDC. C'est ce qu'a dit Léonard Tchéo-Kitundu mardi, c'était quelques jours, mardi devant la presse. Le ministre congolais des Affaires étrangères avait par la même occasion évoqué le dossier sur la conférence humanitaire qui va être organisée le 13 de ce mois en Genève. Suivez la réaction de Tchéo-Kitundu, on se retrouve juste après. D'accord. Nous avons donc fait savoir au Conseil de sécurité que ce mandat était considéré comme l'avant-dernier avant un retrait définitif de la force après 20 ans de présence dans notre pays. À ce propos, même si la stratégie de sortie reprise dans la résolution précédente n'a pas été appliquée, les discussions à cet effet dans le cadre du dialogue stratégique ici en RDC seront convoquées avec la MONUSCO pour établir un échéancier réaliste quant à ce dans les meilleurs délais. Je reviens maintenant à la question de la conférence de Genève. Comme vous le savez pertinemment, la République démocratique du Congo a décliné de participer à la conférence humanitaire de Genève. J'ai transmis un courrier au secrétaire général des Nations Unies pour signifier formellement cette position ainsi que les raisons y afférentes. Dans ce document, nous lui avons fait part de notre étonnement de voir la République démocratique du Congo classée en L3, c'est-à-dire le niveau de gravité le plus élevé. Monsieur Junior, vous avez écouté quand même. Vous sentez dans le chef du vice-premier ministre Tchéo-Kitundu l'autorité et l'autoritarisme. Vous suivez ici et que vous avez rappelé ici l'importance des continuations de la mission de la MONUSCO au Congo, parce qu'effectivement nous avons encore quelques poches résiduelles. Alors lorsque vous entendez des propos pareils venant d'un chef du gouvernement, d'un membre du gouvernement, et qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos? Je conseillerais à M. Tchéo-Kitundu qu'il puisse s'occuper d'abord des élections et laisser au prochain gouvernement ce travail-là. Parce que qui dit que M. Tchéo-Kitundu sera là après le 23 décembre? Donc qu'on laisse à la MONUSCO faire son travail, le mandat qui a été ajouté d'une année, laissons ces une année-là. Comme on se dit, d'ici le 23 décembre, on pourrait avoir des élections. Au nouveau gouvernement de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la MONUSCO. Oui, la MONUSCO a fait 20 ans, mais je crois que ces 20 ans-là ne sont pas parce qu'ils veulent être là, non. C'est notre gouvernement qui avait senti ces besoins-là. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils sont acculés de gauche à droite, qu'ils veulent affirmer une certaine indépendance. Mais je ne pense pas à ça. Donc on doit arrêter avec cette mascarade. On a besoin de la MONUSCO. Aujourd'hui, il y a certains coins du pays, s'il n'y a pas la MONUSCO, vous ne pouvez pas circuler. Donc je me demande aujourd'hui, dire à cette MONUSCO-là de partir, c'est exposer cette population. Donc c'est un peu ça. Et par rapport au refus du gouvernement d'assister à la conférence... On y reviendra tout à l'heure. Et puis nous allons suivre également la déclaration de Kolomoni, un cadre de la majorité présidentielle à propos du congrès du PPRD qui est préparé pour le jour qui vient. Vous suivez tout à l'heure et nous nous retrouvons après justement. Le secrétaire permanent a confirmé bel et bien qu'il y aura élection et le PPRD, tout ce qu'il fait présentement, c'est une façon de se mettre en ordre de bataille afin de préparer de véritables candidats qui vont affronter le peuple et être une réponse aux aspirations du peuple. Et il a annoncé, et je vous confirme que ça sera fait, ce congrès sera une réalité. Et puisque nous sommes en train de travailler dans ce sens, voilà pourquoi toutes les descentes du secteur
au niveau des entités ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays s'inscrivent dans cette optique de se mettre en ordre de bataille électorale, une façon pour les secrétaires permanents de se mettre en ordre de démocratie moderne. Monsieur Junior Tchimini, vous avez suivi quand même que le PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, effectivement, mais émet sa volonté de participer aux échéances électorales. Ils annoncent un congrès, puisque vous parlez de M. Shoki Tundu, qui est cadre de cette formation politique. Est-ce qu'il sera bien entendu au mois de décembre, le 23 décembre? Mais voilà, le PPRD vous montre effectivement qu'il a la pensée d'aller aux élections, la pensée de la démocratie se respire au sein de cette formation politique, et il vous raconte que bientôt là, le parti aura un congrès. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Oui, c'est une bonne chose, parce que tous, sans vergogne, ou bien nous sommes en train d'attendre que le PPRD ou bien la majorité puisse nous présenter un dauphin. Je crois que ce congrès pourra donner le dauphin. C'est la personne qui pourra représenter le PPRD ou soit même la majorité au niveau des prochaines élections présidentielles, parce que c'est surtout ça dont on parle. Mais on sait comme c'est. Je crois que on doit arrêter avec cette mauvaise habitude. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, tous nous voulons faire de la même. On a vu, il y avait un soi-disant congrès de M. Tchibal avec ses acolytes. Après, il y a eu le congrès de l'UDPS. Après, maintenant, c'est le congrès de PPRD. On ne sait pas, d'ici là, ça va être quel congrès. Pourquoi attendre? Mais c'est un exercice normal. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre depuis tout ce temps-là? Pourquoi attendre? Peut-être qu'ils étaient en train de profiler. Essayez maintenant d'imaginer, c'est depuis 2016. C'est depuis 2016 qu'on devrait voir les élections. Aujourd'hui, on est en 2018. Donc le PPRD, quelque part aussi, il y a une mauvaise volonté. Il y a une mauvaise volonté, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas besoin d'aller aux élections. Donc, cette formation affirme effectivement qu'ils ont cette volonté-là. Dieu merci, ils vont aller au congrès. Dieu merci. Attendons les résultats du congrès. Parce que tous, nous voulons voir la personne qui sera le dauphin de notre président Joseph Kabila. Jeudi 5 avril 2018, le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies est en visite à Kinshasa. Filippo Grandi a commencé ses entretiens hier mercredi en République démocratique du Congo. Donc il était venu depuis mercredi. Il a continué le jeudi, signalant que dans son agenda, M. Grandi rencontrera les hautes autorités du pays. Donc là, nous parlons de l'actualité qui avait prévalu le jeudi. Le membre du gouvernement, la communauté humanitaire et diplomatique, ainsi que le réfugié urbain, a indiqué le HCR dans un communiqué, notant que c'est une visite sous tension, étant donné que les autorités de la RDC accusent l'ONU et les ONG d'exagérer dans la crise humanitaire dans le pays. Et si vous avez suivi, il y a tantôt la déclaration du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Léonard Shoki Tundu, à propos effectivement de la problématique humanitaire, où il devait y avoir une conférence à Genève, et que les acteurs internationaux devaient participer effectivement à ces assises pour aider le pays à sortir de cette crise humanitaire. Alors, quelle lecture faites-vous? M. Filippo Grandi est à nos murs, et il a parlé, il devait rencontrer les autorités. M. Junior, vous pensez quoi? Oui, c'est même une honte de voir qu'on veut vous aider parce que vous êtes dans des problèmes et que vous refusez. Parce que je ne sais pas si M. Shoki Tundu est congolais, ou soit il vit en RDC, il peut nous dire qu'est-ce qui se passe au niveau du Kasaï, qu'est-ce qui se passe au niveau du Kwilu, qu'est-ce qui se passe au niveau de Beni, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Équateur. Donc c'est pratiquement dans toute la République où les Congolais sont devenus réfugiés dans leur propre pays. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un problème aussi de sous, parce que les Nations Unies aussi ont compris que lorsqu'ils doivent remettre l'argent entre les mains de notre gouvernement, cet argent-là n'est pas bien utilisé. Donc, vaut mieux utiliser soit les ONG pour que
on puisse aider la population. Le mal aussi avec nos ONG, nous savons qu'ils ont tendance aussi à exagérer, parce qu'ils ont besoin de ces sous-là pour vivre. Je ne sais pas, c'est aujourd'hui que le gouvernement congolais va comprendre que ces ONG ne travaillent pas pour le bonheur du Congolais, sont en train de travailler pour leur propre bonheur. C'est aujourd'hui. Mais le gouvernement pense qu'il faut défendre la souveraineté. C'est une question de souveraineté à ce stade. Mais pourquoi tout ce temps-là, ils ne pouvaient pas dire ça? Parce qu'à l'époque, ou soit il y avait un deal entre ces ONG et le gouvernement. Mais aujourd'hui on s'est dit on est dérangé de gauche à droite, on voudrait montrer notre souveraineté. Est-ce que notre souveraineté, on ne va que la montrer lorsque on sent qu'on est en train de nous dire non? Mais lorsqu'on est en train de nous dire oui, là notre souveraineté n'est pas dérangée. Là on est en train de parler calmement. En 2006, lorsque les Nations Unies étaient en train de soutenir notre gouvernement, ou soit étaient en train d'aller de ce que le gouvernement disait, c'était ce que les Nations Unies disaient. Là c'était ok. Mais aujourd'hui que les Nations Unies, on peut se dire, ont changé de fusil d'épaule, qu'est-ce qu'on s'est dit? On voudrait montrer notre souveraineté. Je crois qu'on doit un peu arrêter avec cette mascarade. La maison de la société civile s'est dit inquiet de la position du gouvernement de la Corée du Sud, puisqu'entamer le processus électoral en cours en RDC, étant donné que l'espoir de notre peuple est d'aller aux élections. Déclaration du coordonnateur de la maison de la société civile, j'ai dit à votre radio pour Jean-René Swedi, sa structure exige des explications techniques et claires sur cette machine à voter, car la priorité reste les élections avec ou sans machine à voter. Suivez la réaction de Jean-René Swedi, interrogé par Jean-Pierre Katenda. Nous inquiétons que la position du gouvernement sud-coréen puisse entamer le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, étant donné que l'espoir de notre peuple, c'est d'aller aux élections pour que la République démocratique du Congo puisse sortir de la crise de légitimité actuelle. Et nous ne connaissons pas quelles sont ses motivations. Nous exigeons au gouvernement coréen de nous donner des explications techniques claires quant à cette position. Nous exigeons également que le fournisseur et même les producteurs puissent nous donner des explications claires, parce que cette position risque de tout bloquer, et cette position voudrait simplement dire ou confirmer qu'il n'est pas possible d'organiser les élections en République démocratique du Congo à l'échéance indiquée par le calendrier. Et ça nous inquiète. Nous disons que la priorité, c'est d'aller aux élections sans machine à voter, et même si la machine pourra être utilisée comme un support, dans la mesure où il y a l'avancée technologique, nous voulons aller aux élections sans ou avec machine à voter. Ça ne vous inquiète pas aussi longtemps que le gouvernement sud-coréen émet des réserves par rapport à la machine à voter, mais ne donne aucune solution, il ébauche des solutions? Nous disons que si le gouvernement coréen trouve que les machines actuellement fournies par une entreprise sud-coréenne posent problème, alors quelle est la substitution à ça? C'est de cette manière-là que nous pensons que ce gouvernement, à ce moment-là, montrera sa bonne volonté de nous aider. Autrement, nous disons qu'ils sont en train simplement de jeter de l'huile dans le feu. Et... Monsieur Junior, la déclaration de Monsieur René Swedi est claire. Pour lui, machine ou pas machine à voter, la problématique ici, le besoin, c'est les élections. Et il est en train de se dire qu'il est inquiet du fait que le gouvernement sud-coréen a émis une hypothèse sans pour autant, effectivement, aller dans le détail, effectivement, par rapport à la machine à voter. Voyez pas que nous retardons cette volonté des élections, comme vous l'avez dit tantôt. Donc, je commencerai d'abord par remercier même le gouvernement sud-coréen, parce que, vous savez, dans notre pays, il y a certaines personnes, je ne sais même pas, est-ce qu'ils peuvent se regarder devant le miroir, voir le mal qu'ils peuvent faire à leur pays, ou bien à une génération, parce qu'ils ont des enfants. Aujourd'hui, lorsque
on veut avoir des élections pour des élections. C'est pour quel avenir pour ce pays? La machine à voter jusque-là, même dans les pays occidentaux, c'est quelque chose qui est en essai. Même pas en essai, on est en train de réfuter ça. L'exemple, les États-Unis. Il y a eu des élections qui se sont faites. On a utilisé la machine à voter. Je crois, on a eu à suivre que ces élections-là ont posé problème. Là où il y a au moins un taux élevé d'éducation. Revenons dans notre pays. Il y a combien de Congolais qui utilisent l'ordinateur? Il y en a combien? C'est une infime petite partie de cette population. Cette machine à voter que nous voulons utiliser aujourd'hui, tous ces mamans, prenons exemple nos mamans qui vendent les charbons, le macala, tous ces mamans-là, ils vont aller voter quand? Ils vont aller voter comment? Donc, ce sont des électeurs qu'on est en train déjà d'écarter. Ou soit s'ils vont voter, ils ne pourront pas être dans, c'est quoi? Garder leur secret. Parce que le vote, c'est quelque chose de secret. Mais la personne va participer et dit, par exemple, moi j'ai besoin de X. Et que la personne qui va l'aider met Y. On est en train de fausser les résultats. Le gouvernement sud-coréen vous montre que ces machines-là ne sont pas certifiées ou soit ne sont pas fiables. Il demande même aux fabricants de prouver cela, mais nous, c'est la CENI qui est en train d'insister, dire que non, là les machines sont correctes, on doit partir. On a amené les machines pour les essayer. Ces machines, la première fois qu'on les a amenées, ils ont posé problème. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Vendredi, la CENI a publié la liste des électeurs en exercice normal pour cette institution d'appui à la démocratie voudrant amener le pays vers les élections. Et l'opposition, j'ai suivi la déclaration de Martin Fayoulou qui accusant la CENI d'avoir écrasé plus de 5 millions d'électeurs sans pour autant justifier. Alors, selon vous, est-ce que la démarche de la CENI n'était pas louable? Est-ce qu'il ne devait pas agir de cette manière-là par rapport à la présentation, effectivement, de la liste des électeurs? Je crois que nos frères de la CENI doivent prendre les choses au sérieux. Apparemment, ils ne prennent pas les choses au sérieux. Ils ne comprennent pas que ce pays, si rien n'est fait, si ce n'est pas fait correctement, nous courons vers une catastrophe. Prenons un exemple. On va écraser 5 millions de doublons. Ou soit 5 millions de erreurs, 5 millions, je ne sais pas. En 2006, aux premières élections, dans la ville de Kinshasa, je crois, il y avait 8 millions d'électeurs. Essayez de vous imaginer, 8 millions d'électeurs. Aujourd'hui, en 2018, il y a 5 millions de doublons. C'est pour toute la capitale, c'est pour tout le pays, la République. Pour dire quoi? Il y a déjà une fraude bien organisée. 5 millions, c'est pratiquement toute une province. Pourquoi ne pas corriger cela, ou soit appeler les acteurs politiques, appeler toutes ces personnes-là, dire que non. Est-ce que on est censé simplement avoir les élections le 23 décembre parce qu'on doit avoir les élections? Pourquoi ne pas préparer quelque chose de correct pour qu'à l'avenir, qu'on ne puisse pas nous reprocher, qu'on ne puisse pas toujours avoir des contestations. On a eu des contestations en 2006. Après cela, il y a eu mort d'homme. En 2011, on a eu des contestations, il y a eu encore mort d'homme. On voudrait encore qu'en 2018, contestation, à la fin mort d'homme. Ah, vous pensez qu'il faut un dialogue? Il faut un dialogue. Il ne faut pas se cacher, il faut un dialogue. Parce que l'approche du dialogue. Oui, il y en a eu beaucoup dans ce pays. Il ne faut pas se voiler la face. Nous allons vers un mur, donc on n'arrivera pas à s'expliquer. Parce qu'on court vers une catastrophe. Aujourd'hui, c'est le mois d'avril. Avril, c'est le 4e mois. Donc c'est pratiquement, si on peut dire, on doit avoir des élections, c'est dans 7 ou 8 mois. Je me demande, qu'est-ce qui est préparé? Rien n'est préparé, parce que à entendre ça de la CENI, ils doivent encore aller former et même éduquer certaines personnes par rapport à la machine à voter. Ça nous prendra combien de temps? Et puis la campagne électorale, les dépôts des listes, toutes ces histoires-là. Et puis nous voulons avoir les élections le 23 décembre.
arrêtons de nous voiler la face. Je recevais dans ces studios, sur ces plateaux, monsieur Junior Chimini. Il est gestionnaire et administrateur de la clinique Ngaliema, aussi acteur de la société civile évoluant dans une structure appelée les Intellos de Kinshasa. Monsieur Junior Chimini, est-ce que vous avez un mot de la fin? Comme mot de la fin, je peux d'abord m'estimer heureux d'avoir participé dans votre émission. Et puis, par rapport à la structure dont j'évolue, les Intellos de Kinshasa, c'est une structure des jeunes cadres du pays, disons amis. On était dans un groupe à caractère sportif. C'était parce que toute la semaine on travaillait et le dimanche on se disait on pouvait jouer au moins au football. Mais par après on s'est dit non, pourquoi s'arrêter simplement à cette histoire de football loisir, si on pouvait faire mieux. Donc d'ici le mois de mai, le 1er mai, nous allons totaliser une année. Donc on est encore trop jeune, nous avons besoin des adhérents. Nous sommes pratiquement dans toute la capitale. Aujourd'hui, je devrais être avec des amis, mais comme il y a un ami qui m'a fait honneur de m'inviter, je ne pouvais pas refuser. Je suis venu tant bien que mal me représenter ici. C'est que je peux dire simplement que on est à un moment critique de notre pays. Si on ne prend pas compte de beaucoup de choses, je me dis d'ici la fin de l'année, on va encore retomber dans le même problème, dire que ça fait pratiquement 2 ou 3 ans que nous ne fêtons plus les fêtes de fin d'année. On est tellement stressé, il y a trop de problèmes, on va encore se retrouver dans le même problème. Nous reviendrons à vous dans le cadre d'une émission bien élaborée. Bien entendu, nous sommes arrivés à la fin de cette page consacrée à la rétrospection. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur la radio Bissonios au Congo, RDC. Moi, Hugues Bouen, je vous dis merci et ciao. Radio Bissonios au Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonios au Congo RDC, la radio du peuple, une radio au centre de vos préoccupations. Oui, tapez www.radiocongonews.com pour accéder dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informés dans le monde numérique.